Très bien. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter ce travail. Donc, le travail que je vais présenter aujourd'hui, c'est sur les Tangle Program Graph. Et notre objectif, c'est de réaliser du reinforcement learning sur qui soit plus adapté au matériel et pour le machine learning, grad free. Donc, je présente aujourd'hui le travail, mais c'est le travail d'un ensemble de personnes dont les noms sont listés ici. Je tiens particulièrement à souligner Carole Desnos, qui est le premier instigateur de ce travail au sein de l'équipe, qui est grandement actif et que je remplacerai modestement aujourd'hui. Donc, ce travail a été réalisé au sein de l'équipe VADER, qui est une équipe de l'IETR, l'Institut d'électronique et des technologies du numérique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, refaire une petite slide, mais je pense qu'on a déjà eu pas mal cette idée, le deep learning, qui est un petit peu la base, qui nous amène ici, c'est aussi vite, mais aussi gros que possible aussi, avec des accélérateurs matériels qui vont avoir des énormes capacités. Je ne vais pas citer Xilinx, mais Xilinx pourrait être présent aussi pour réaliser cet accélérateur matériel, comme c'était présenté en première slide, enfin en première présentation. Mais on a ça, c'est pour répondre à une problématique, c'est tout ce qui est dit mobile pour le deep learning, ça va quand même utiliser des millions de paramètres et des centaines de millions de calculs potentiellement, donc avoir un coût absolument énorme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des travaux qui cherchent des alternatives. On a une présentée juste avant, donc là, je vais essayer de vous présenter une autre alternative. Pour cela, je vais faire un petit rappel. Ce qui nous intéresse, c'est le reinforcement learning. Donc, c'est une branche de tout ce qui est machine learning. Et on va voir d'une part une intelligence artificielle et d'autre part un playground, on va dire numérique ici, dans notre exemple. Et il va falloir que l'intelligence artificielle apprenne quelque chose sur ce playground. Donc, pour pouvoir faire ça, on va utiliser le reinforcement learning. Donc, l'idée, c'est que on va avoir, pour pouvoir apprendre quelque chose d'efficace, on va avoir d'une part l'intelligence artificielle qu'on va appeler le learning agent, et d'autre part le playground digital qui est représenté sous la forme d'un jeu qui va être le learning environment. Et le learning agent va pouvoir lire l'état, c'est-à-dire par exemple ici l'écran, la valeur de tous les pixels. Et grâce à cela, elle va pouvoir réaliser une action qui peut être un mouvement. Elle va pouvoir observer aussi le temps qui défile, des événements aléatoires ou la physique qui va permettre de faire évoluer cet environnement d'apprentissage et de par une suite de lecture d'état et d'action en réponse de la part du Learning Agent, on va définir au final une reward qui va pouvoir dire au Learning Agent s'il a réalisé quelque chose qui était bien ou pas bien. Et grâce à ça, on va pouvoir apprendre sur notre système. Il existe, ça c'est le principe général du reinforcement learning, je ne vous apprends peut-être pas grand-chose, il existe un grand nombre de bibliothèques et de méthodes de faire du reinforcement learning. Donc le deep learning en est une, on a aussi tout ce qui est Q-learning, on a les Tangle Program Graph qui vont nous intéresser aujourd'hui et plein d'autres. Moi, ce que je vous propose, c'est de se concentrer sur les Tangle Program Graph, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, Tangle Program Graph, on va appeler ça TPG, de manière courte, pour faciliter la vie. C'est quelque chose qui a été proposé pour la première fois en 2017 par Kelly et Highwood, un concept qui est assez récent. Il va être composé sous la forme d'un graphe dirigé, comme il est représenté sur la gauche, juste ici. On va avoir des équipes qui vont être vertex au sein de notre graphe. On va avoir des actions qui vont être des vertex feuilles de notre graphe et des programmes qui vont se trouver sur chacun des arcs de notre graphe. Si on se penche un petit peu plus sur ces programmes, alors de manière très simplifiée, un programme il va prendre l'état, l'environnement, et à partir de cet environnement, il va nous calculer une valeur. Si on regarde un petit peu plus en détail, il va être constitué ce programme va être constitué d'une suite d'instructions telles qu'on comprend classiquement en programmation, avec des additions, des multiplications, des opérations plus complexes type exponentielle. Les valeurs qui vont être calculées vont être basées sur l'environnement,
mais aussi sur des états internes à notre système. Et la valeur finale qui va être calculée par notre programme, ça va être le résultat de notre programme. Ce résultat, ensuite, je vais le replacer dans le contexte du TPG. On va se placer dans le contexte d'un exemple de jeu. On va avoir les actions qui vont être des appuis sur des boutons pour pouvoir évoluer dans notre jeu. Donc, on va avoir un état. Cet état, on va commencer par la team qui va être la racine. Et on va avoir 3 programmes qui sont connectés sur différents edges. On va évaluer les valeurs de ces différents programmes, les exécuter entièrement et obtenir des valeurs différentes en fonction des programmes. Et on va prendre l'edge qui nous retourne la plus grande valeur. De cette manière-là, on va évoluer dans notre graphe en fonction de l'environnement et des programmes, ce que va calculer le programme dessus. On va répéter ça sur chacune des teams jusqu'à arriver à une action. Et donc là, on va réaliser cette action. Puis, on va de nouveau lire un nouvel état. Et donc, on va voir de nouveau un calcul depuis la team racine pour pouvoir s'exécuter jusqu'à éventuellement atteindre, dans le cas d'un jeu vidéo, un limite de temps ou un game over. Donc, ce TPG, on voit un petit peu comment il fonctionne. Là, ça va être plus, on pourrait appeler de l'inférence, parce qu'on va chercher à partir d'un état à deviner quelle est l'action à réaliser. Mais comment est-ce qu'on crée ce TPG? C'est là où on va faire intervenir l'apprentissage génétique. L'apprentissage génétique, pour rappel, on va partir depuis un individu de base généré aléatoirement et on va faire subir une suite d'évolutions avec pour objectif d'arriver à un individu qui soit beaucoup plus adapté au problème auquel il va avoir affaire. Dans le cadre du TPG, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre graphe avec notre team d'origine, donc celle qui va nous permettre de démarrer. On va avoir plusieurs teams d'origine lorsqu'on est en train de réaliser l'apprentissage. Et on va exécuter le graphe pour chacune de ces teams d'origine. On va obtenir des actions qui peuvent être complètement différentes ou des actions qui sont similaires pour plusieurs nœuds en fonction de l'environnement et des programmes qui sont du graphe. Et ensuite, une fois qu'on aura exécuté chacune de ces teams séparément, on va obtenir des scores pour chacune de ces teams. Dans le cas d'un jeu vidéo, ça pourrait être le score qu'on obtient à la fin, tout simplement. Et lorsqu'on va chercher à faire évoluer, on va supprimer de manière assez simpliste, on va supprimer les teams qui ont été les moins bonnes. Ensuite, on va réaliser des copies aléatoires de certaines teams sur lesquelles on va reconnecter les programmes qui étaient connectés auparavant. On va aussi réaliser des mutations qui vont nous permettre de faire varier notre graphe en changeant certaines teams, en créant de nouvelles connexions entre les teams qui pourra faire que certaines teams qui étaient à la base des teams racines ne sont plus des teams racines. Et on va recommencer l'exécution de notre système sur ce nouveau graphe pour pouvoir sélectionner quels sont les meilleurs teams racines, etc., à chaque génération jusqu'à obtenir un graphe qui soit plus adapté. Donc ça, c'est en quelques mots le TPG, comment il fonctionne. Alors, ce qu'on a constaté qui est intéressant sur notre TPG, c'est qu'il a plusieurs avantages. Il a un apprentissage qui est extrêmement efficace puisque le graphe va être créé de manière génétique, une évolution génétique qui va s'adapter à la complexité du problème qu'il cherche à adresser, contrairement à DeepQN qui va être le principal concurrent qui aura une complexité qui va être fixe, qu'on va définir au départ, comme sur un réseau de neurones, on fixe une valeur, une architecture de réseau de neurones au départ. Il va être extrêmement rapide, on va être capable de réaliser jusqu'à 11 000 frames par seconde sur les jeux vidéo qui ont été testés. Donc on parle d'inférences de l'ordre de dizaines de microsecondes. Comparé à du DQN, on peut avoir des facteurs 100, 10, 100 selon le type de frame, le type d'apprentissage qu'on se compare. Donc réellement un gain énorme. Et surtout, ce modèle va être extrêmement léger parce qu'on va avoir un graphe qui va représenter
quelques centaines de kilobytes, contrairement à des apprentissages que l'on connaît sur des réseaux de neurones qui sont en plusieurs dizaines de mégabytes. Toutes ces comparaisons sont réalisées entre les TPG et les DQN pour les mêmes types de jeux et des résultats en termes de performance, de scores similaires. Donc là, on voit clairement qu'on a un certain nombre d'avantages sur le TPG. Et donc, tout cela nous a motivés dans l'équipe d'ADER à développer JGLATI. JGLATI pour Generic Evolvable Graph for Efficient Learning of Artificial Tangle Intelligence. Donc, c'est un framework TPG pour l'entraînement, l'exécution, la customisation de TPG pour pouvoir réaliser une nouvelle expérience et pouvoir pousser plus loin. Ce framework a été développé sous la forme du librairie C++, qui est complètement portable et déterministe. Ça fonctionne sous Windows, Linux et macOS. Elle est entièrement documentée, avec un vrai effort en termes de qualité de code, d'intégration continue pour avoir quelque chose de solide et qu'on diffuse aujourd'hui sous la forme open source en termes de bibliothèque, mais aussi toutes les applications que je vous présenterai par la suite ont déjà été appris ce système pour pouvoir rendre l'adoption de cette technique le plus facile possible. Et donc, les features un petit peu originales qu'on a développées dans JGLATI par rapport à l'état de l'art sur les TPG, c'est d'une part le parallélisme à la fois déterministe et qui puisse être embarqué. Donc, un vrai challenge, parce que généralement, lorsqu'on réalise des choses qui sont parallèles, on a du mal à garder le déterminisme. Et donc là, on est capable de s'exécuter sur, par exemple, un processeur de bureau, un Xeon, avec 24 cœurs, on sera capable de réaliser un speed-up d'un facteur 20 en moyenne. Ces chiffres ont été tirés sur 5 jeux avec 5 graines aléatoires différentes pour pouvoir générer différents graphes sur 50 générations. Donc, on voit qu'on a un réel gain en termes de speed-up, toujours de manière déterministe. On a vu ça aussi sur les plateformes embarquées, ce qui m'intéresse un petit peu plus aujourd'hui, puis c'est le thème de cette journée, sur tout ce qui est Edge. Donc, on a pu réaliser l'accélération sur une plateforme Odroid type Big Little, avec des processeurs Big de type A15. Là, on a un speed-up, ça va être la référence à un cœur à 1. On va être capable de réaliser un speed-up de 2,3. Mais aussi sur les petits processeurs A7, on va commencer à 0,5, puisqu'ils sont 2 fois moins rapides que les A15. Par contre, on a un speed-up qui est quasiment parfait ici. Et on est capable de réaliser l'accélération sur un nombre variable de processeurs, big et little. Capable de tout à fait prendre ça en compte des deux côtés. Et donc, on a un speed-up d'un facteur 20-21 sur les 24 cœurs. Ça, c'est la première feature intéressante. D'autre part, on a été capable de customiser la complexité de notre intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette intelligence artificielle, on va pouvoir y donner sur un jeu qu'on a entraîné sur 400 générations, on va voir le score. Si on lui donne un jeu d'instruction assez simple pour pouvoir constituer ces programmes type arithmétique et comparaison, on va avoir un certain résultat. Et si on lui donne un jeu d'instruction plus complexe, le même jeu d'instruction que départ, mais plus des opérations type cosinus, logarithme, exponentielle, on va avoir des scores qui vont être significativement supérieurs et qui vont nous permettre d'arriver à proposer différents jeux d'instruction, donc ça, et de pouvoir voir si on obtient des meilleurs résultats. Et par la suite, on pourra aussi utiliser ces jeux d'instruction pour pouvoir utiliser l'accélération matérielle potentiellement sur des plateformes spécifiques. Et enfin, le dernier cas, l'inférence. Tout comme Xilinx, dans la première présentation, s'est focalisé sur l'inférence, on a proposé une nouvelle solution pour pouvoir réaliser uniquement de l'inférence, en se séparant de l'apprentissage, et ce qui va avoir un speed-up entre x40 et x100. Donc, ça, c'est des résultats très préliminaires encore, qui ne sont pas encore publiés. Je vais commencer à vous expliquer un petit peu le principe. Et ce speed-up, il est par rapport à notre bibliothèque, qui était déjà beaucoup plus rapide qu'un système classique comme on s'est comparé juste avant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a pris notre TPG qui peut être évolutif avec la bibliothèque JGLATI. On est capable de réaliser l'entraînement sur un environnement donné et on est capable de réaliser l'inférence sur un environnement donné au sein de la bibliothèque. Cette bibliothèque,
supporte tout le graphe, l'évolution du graphe, un certain nombre de contrôles. Donc ça va apporter une certaine flexibilité, mais aussi une certaine lourdeur. Donc ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a réalisé une génération de code qui, elle, va se séparer de toute la notion de graphe et pouvoir exploiter directement la structure des actions. Et on va être des différents programmes et qui va pouvoir être optimisé beaucoup plus par un compilateur et qui vont nous permettre de réaliser uniquement l'inférence sur un réseau qui était entraîné. Et grâce à ça, on obtient un certain nombre de bénéfices. Donc, comme je vous parlais, c'est que c'est un système qui va être beaucoup plus rapide. Donc, on a une inférence sur du code C qui va être sans graphe, beaucoup plus rapide. On est sur du x40 à x100 au niveau des inférences. On va être beaucoup plus efficace en termes d'énergie, puisqu'on a réduit notre empreinte mémoire, on a réduit le temps d'exécution. On va apporter des possibilités de spécialisation pour du système des processeurs matériels. On pourra se servir des jeux d'instructions qui auraient éventuellement des opérations natives pour pouvoir les intégrer dans notre système et pouvoir aller beaucoup plus vite. Et aussi, on va être beaucoup plus proche du matériel puisqu'on a commencé à explorer la génération de code matériel à l'aide d'outils HLS sur les plateformes Xilinx pour pouvoir réaliser directement notre référence sur un FPGA. En termes de bénéfices à long terme sur ces bibliothèques, clairement, on voit qu'on a un modèle original d'intelligence artificielle. Donc, c'est une réelle opportunité pour se différencier des systèmes de réseau de neurones aujourd'hui, tout comme la présentation précédente, essayer d'explorer d'autres solutions. Je pense que ça permet de voir un spectre plus large et de s'adapter en fonction des contraintes. Ce framework va nous apporter et ces techniques vont apporter une complexité extrêmement faible et à faible consommation d'énergie. Ça va être vraiment adapté à tout ce qui est IoT et hardware. On ne va pas parler de GPU, on parle de processeur, un processeur extrêmement simple. Et on voit aujourd'hui un grand potentiel, que ce soit en vision, en cyber, en robotique. On a défini un certain nombre d'applications pour pouvoir explorer. Donc là, on a l'Arcade Learning Environment, qui était la base pour pouvoir tester les TPG. C'est un certain nombre d'environnements basés sur des jeux vidéo qui donnent directement une récompense pour pouvoir entraîner un système de type reinforcement learning. Des exemples tout simples comme un pendule inversé, mais aussi de la classification MLIST. On obtient des premiers résultats autour de 70-80%, je crois. On a encore du travail là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on explore. Des jeux en mode adversarial pour tester ce type d'approche. Donc, c'est des choses extrêmement simples pour l'instant, de type tic-tac-toe. Et pour les systèmes cyberphysiques, on a commencé à expérimenter sur des bras robotiques. Toutes ces applications sont disponibles sur notre GitHub pour pouvoir voir comment est-ce que cela a été codé et comment on se servir de base pour créer d'autres applications. Et il y en a bien sûr d'autres que l'on souhaite développer. Donc, si vous êtes intéressé par JJ-Lati, je vous encourage à vous connecter sur le GitHub de JJ-Lati et de pouvoir récupérer directement le framework et les différentes applications pour pouvoir les tester. Si vous avez des questions, je vais être disponible dès à présent et vous pouvez aussi les envoyer par mail directement. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole un petit peu plus tôt que prévu. Merci, Michael. Donc, on va passer à une phase de questions pour tous les intervenants. Alors, qui veut commencer les questions? Est-ce qu'il y a une première question dans l'assistance? Normalement, je n'ai pas du tout coupé les micros ni quoi que ce soit, donc tout le monde peut intervenir. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat si vous le souhaitez. Alors moi, Maxime, j'avais peut-être une question éventuellement pour Sylvain Saïgui. Oui. Déjà, tout d'abord, je tenais à remercier l'ensemble des participants pour leur présentation d'une très grande qualité, pour avoir accepté de présenter aujourd'hui. J'avais une question pour Sylvain, c'était en fait concernant les frameworks actuels
Est-ce qu'il en existe destinés un petit peu au public ou aux chercheurs pour essayer de se familiariser avec ces aspects de neuromorphique? Et puis, une deuxième question, c'était en ce qui concerne justement l'implémentation sur FPGA, vous avez déjà publié des papiers qui permettaient de quantifier un petit peu les gains en termes de gains énergétiques d'une application plutôt neuromorphique par rapport à des modèles classiques d'inférence pour de l'IA, par exemple? Alors, la première question, à mon avis, si vous êtes intéressé, le mieux, c'est de voir, j'ai un trou, c'est les collègues qui sont à Manchester, c'était Spinnaker. La plateforme Spinnaker, ils ont développé des... alors, c'est modulable dedans, leur système, pour faire du calcul à Spike. Ils ont fait une plateforme dédiée là-dessus. Je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais je pense que c'est possible d'acheter des modules chez eux et de pouvoir programmer pour s'y essayer. L'OI, apparemment, la clé USB, c'est sous forme clé USB, il le passe à des chercheurs. Donc, il faut regarder là-dessus. Sinon, sur la deuxième question qui concerne l'équipe sur le FPGA, on est dessus. Sur FPGA pur, c'est assez récent, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. On commence à avoir des résultats, mais on n'a rien publié. Et puis, comme c'est une chaire avec des industriels, je sens que ça va être moins marrant pour l'académie que je suis. Voilà. Donc, ça va venir, mais voilà. Pour l'instant, on n'a pas de résultats probants en pur FPGA. Hein. Attention. Ok, très bien. Merci. Alors, si personne ne se lance tout de suite, je vais en profiter pour poser une question à Ludovic Baccar sur l'approche Xilinx, donc le DPU. Quelle est l'architecture? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner au moins une idée de l'architecture de ce qu'il y a à l'intérieur et à quel point ça s'adapte finalement au réseau de neurones qui est porté dessus? Oui, donc principalement l'architecture qui est visée, hein, ce sont les réseaux de neurones convolutifs, hein, CNN, DNN. Donc la grosse partie qui est accélérée dans le FPGA, c'est toute la partie convolution. Donc ça, c'est ce que c'est très bien faire un FPGA. En plus de cela, on y intègre également toute la partie gestion, transfert de données avec la mémoire d'échange du processing system. Donc, les DMA du processing system ne sont pas impliqués dans ces échanges parce que notre architecture est faite de telle manière que la programmable logic a des accès directs à la mémoire externe du PS. Donc, si vous voulez, les DMA sont implémentés directement dans la partie programmable logic. Donc, tout ce qui est tampon, transfert mémoire, ordonnancement et le calcul convolutif classique, tout ça est accéléré dans la partie PL. Et donc ça, on a plusieurs implémentations de ce DPU en fonction de la cible. Donc, et ce qui change principalement, c'est notre dernière génération de composants qui s'appelle donc Versal. Parce que c'est un peu difficile à expliquer en deux mots, mais dans Versal, vous avez 3 types on va dire 3 domaines de calcul. On retrouve le processing system, la partie hardware programmable, et on a un troisième domaine qu'on appelle les AI engines, qui sont en fait, pour schématiser les choses, un réseau de processeurs DSP vectorisés. Okay. D'accord. Donc, ces processeurs DSP vectorisés sont basés sur une architecture SIMD, donc un Single Instruction Multiple Data. Donc, l'idée, c'est de faire beaucoup de calculs en parallèle. Donc, c'est du calcul multiply accumulate, hein, principalement, sur des larges opérandes. Et donc, la partie convolution sur Versal est accélérée dans ces AI engines et le reste se trouve toujours dans la partie programmable logic. D'accord.
c'est un peu difficile à expliquer, hein, pardon. Non, Juste avec des mots, sans image, sans slide, mais je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Mais... Si, et du coup, ça lève une autre question, c'est je crois que Fin est aussi quelque chose qui est porté par Xilinx. Est-ce qu'il y a des liens qui sont possibles entre les deux? Oui, tout à fait. Alors Fin aujourd'hui, vous êtes bien renseigné. Donc, Fin aujourd'hui, c'est un projet, on va dire, c'est plutôt un projet interne Xilinx qu'on a rendu public, hein, puisque on en a fait un projet open source. C'est pas un produit industrialisé comme ça peut être le cas pour le DPU dont j'ai parlé et la chaîne de développement VTCI, hein, qui sont vraiment des outils, des solutions Xilinx à part entière commercialisées par Xilinx. Le Fin, c'est quelque chose de différent. Et alors, Fin a une autre philosophie. Vous voyez, le DPU s'apparente en effet à un accélérateur, hein, concrètement un coprocesseur, comme je l'expliquais, ce que vous pouvez trouver dans des ASSP aujourd'hui. Hein, d'accord, il y a des ASSP du marché et des concurrents qui intègrent ce type d'accélérateur directement dans leur processing system. Fin a une approche qui est complètement différente. L'idée, c'est de mettre finalement à plat le réseau de neurones. C'est-à-dire que plutôt d'avoir un coprocesseur qui va finalement itérer avec les mêmes ressources, hein, complètement, on replie les calculs sur les processing elements dont on dispose. L'idée, c'est d'avoir une philosophie plutôt on va dire, plutôt liée à celle du monde FPGA, du monde hardware, où on va mettre toutes les cellules, tous les traitements les uns à côté des autres. Si vous voulez, c'est comme si vous prenez votre réseau de neurones et on le met à plat et on l'implémente plus ou moins tel quel dans le FPGA. Donc, vous avez la couche 1, suivie de la couche 2, suivie de la couche 3, et tout ça, chaque couche étant complètement indépendante et occupant des ressources complètement indépendantes dans la partie PL. Vous voyez, comme si on l'implémentait de manière classique en RTL, quoi, quelque part. D'accord, ouais. Et alors, pour que ça puisse fonctionner, il y a quand même un élément à intégrer, c'est que le problème, c'est que si vous mettez bien sûr à plat votre réseau de neurones et que vous restez sur les mêmes précisions de calcul, forcément, vous allez exploser les ressources du FPGA. L'idée du coprocesseur, c'est de réutiliser plusieurs fois les mêmes ressources, quelque part. Et donc, pour que ça puisse fonctionner, en fait, Fin est couplé au concept de quantification poussé un peu à l'extrême. Donc, l'idée, c'est de quantifier au maximum le réseau de neurones et de descendre très largement en dessous de la barre des 8 bits. Et donc, pour que le réseau puisse s'implémenter dans un FPGA pur, donc là, on n'a plus besoin de host, etc. Hein, ça devient une hard IP quelque part. Et donc, pour que ça puisse rentrer dans le FPGA, il faut quantifier et donc réduire au maximum les précisions de calcul. Et donc, l'idée, c'est de tendre vers des précisions à quelques bits seulement. On va dire 2, 3 ou 4 bits, quoi, maximum, entier. D'accord. Voilà. Et donc, on a également développé des outils pour aider à cette quantification. Et c'est là où est toute l'intelligence. Le reste, c'est un peu de la synthèse, on va dire, entre guillemets, classique, C vers RTL, quoi, hein, puisqu'en fait, on met à plat son réseau de neurones, donc c'est une sorte de synthèse au niveau. Mais par contre, là où est toute la subtilité, c'est dans la quantification. Parce que quand on quantifie, quand on passe de 8 bits à 2 bits, forcément, il y a un petit peu de perte en ligne. Donc, il faut savoir faire ça avec un certain doigté, quoi. D'accord. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants? Ah, Gilles? Oui, je veux bien en poser une dans le prolongement de la discussion. Enfin, j'en ai plusieurs en séquence. Une assez pragmatique. Est-ce qu'il est possible d'instancier, je pense que non, plusieurs DPU sur le FPGA, où il ne peut qu'il y en avoir qu'un seul, vu qu'il y a de... Tout à fait. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs. Oui. D'accord. Donc, si on parle par exemple de la cible MPSoC, ZigUltraScale+, Ultrascale Plus, oui. La limite, c'est 4. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 instances de DPU et les 4 instances doivent être identiques. D'accord ? Parce que, comme j'ai dit, on peut avoir des instances plus ou moins volumineuses. Si vous voulez, on a dérivé notre IP. Grosso modo, ça revient à faire gonfler l'IP et lui rajouter des processing elements.
pour la partie convolution. Et donc, on met à disposition des IP DPU plus ou moins petites, plus ou moins grandes. Mais quand vous en instanciez plusieurs sur une même cible, elles doivent être simplement identiques. Parce qu'ensuite, on a notre couche applicative qui va dispatcher les tâches et les réseaux de neurones pour l'utilisateur de manière transparente. D'accord. Mais chacune des instances peut travailler sur un modèle différent. On Oui, peut tout avoir à un fait. SSD évidemment et un ResNet à côté. Donc, Exactement. On n'est pas obligé de faire tourner le même réseau de neurones. Ces instances sont complètement indépendantes. d'accord. Donc On peut avoir le même réseau de pipeline. neurones si on veut monter en performance, passer de 25 frames secondes à 75 ou 100 frames par seconde, par exemple. Ça peut être une idée. Mais ce que l'on voit principalement, c'est généralement, on a besoin de faire tourner plusieurs réseaux de neurones où le réseau de neurones se divise, il y a plusieurs branches, et l'idée, c'est de faire tourner ces différentes branches sur différentes instances en parallèle. OK. Et seconde question, est-ce que vous avez des comparaisons avantageuses ou pas en termes d'efficacité énergétique par rapport à d'autres cibles du style des GPU embarqués NVIDIA ou les TPU de Google ou autres sur… Oui, alors c'est exactement, oui. En fait, ce que l'on cible, c'est ces applications embarquées. Parce qu'en effet, on peut toujours réussir à implémenter ces réseaux de neurones avec des gros GPU ou des gros processeurs, mais ça a un coût financier et énergétique. Donc l'idée, c'est d'implémenter les réseaux de neurones avec une meilleure efficacité. Donc notre critère, c'est performance par watt, quoi. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, quoi, sur les applications, on va dire petites et moyennes, on cible des consommations de l'ordre de quelques watts à une dizaine de watts, quoi. C'est l'ordre de consommation qu'on essaye de viser pour que ce soit embarquable, on va dire. D'accord. Et vous êtes en capacité de mettre en avant une meilleure efficacité énergétique, par exemple, comparée à un GPU NVIDIA embarqué où ça se tient à peu près, où vous ne pouvez simplement pas afficher de… Oui, alors après, là où c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'intégralité du système. C'est-à-dire que en effet, si vous faites une comparaison brute, on va dire réseau de neurones, simplement l'implémentation d'un réseau de neurones, il est clair que si vous l'implémentez sur un accélérateur dédié en dur, oui, ça va être meilleur. Ça va être meilleur parce qu'un FPGA, vous avez finalement, on a toute la structure de routage programmable du FPGA qui va consommer davantage de consommation. C'est là où est la faiblesse, entre guillemets, du FPGA. Par contre, si vous intégrez tout le reste, c'est-à-dire quand vous avez du réseau de neurones, vous n'avez pas que ça à faire. Vous avez des interfaces vidéo, du pré-traitement, du post-traitement et d'autres choses à faire. Et c'est là où le FPGA devient intéressant, c'est au niveau de l'intégration. L'intégration de toutes les fonctions qui gravitent autour du réseau de neurones. Okay. D'accord, merci. Bon, j'aurais d'autres questions, mais je laisse mon tour. Merci. Pas de souci. Merci. Alors, j'ai aussi plein d'autres questions, mais j'aimerais bien ne pas monopoliser tout. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez d'autres questions à poser. Sinon, j'y vais. Ah, j'ai une main levée, Alexandre. Oui, bonjour. J'avais quelques questions pour Sylvain Saïgui à propos du modèle de fréquence en fait pour les SNN, enfin pour les Spiking Neural Networks, parce que j'avais vu plusieurs articles qui font de la simulation de Spiking Neural Networks et qui reposent sur une notion de fréquence entre les spikes, ce qui me semble un peu dommage puisque du coup on perd cet aspect event-based. Est-ce que alors j'imagine que c'est pas la méthode qui était utilisée par Sylvain Saïgui. Est-ce que c'est possible de me confirmer ou… Justement, effectivement, c'est l'event-based et c'est le problème sur l'implantation sur FPGA, c'est qu'on est asynchrone. Et notamment le spinnaker, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans des systèmes qui sont asynchrones. Après, en général, on donne quand on parle de fréquence sur les neurones, c'est la fréquence de réponse du neurone à une stimulation. C'est-à-dire que si j'envoie un flux continu d'informations, quelle est sa fréquence de déclenchement? Voilà, on va dire sa sensibilité derrière.
Si c'est ça derrière, oui, il y a des fréquences de neurones, mais elles restent, comment dire, c'est pas une horloge, c'est c'est sa réponse, lui. Quand on trace les neurones vivants, on fait la courbe F de I, fréquence versus courant de stimulation. Voilà. Donc, c'est pas gênant de parler de fréquence dans un neurone. Par contre, je vois pas dans les simulations la fréquence, si c'est une fréquence d'horloge qu'ils utilisaient. Là, je connais pas, hein. Ce serait étonnant. Ok, bah, j'avais cru voir ça, notamment dans un titre où ils essayaient de convertir automatiquement des CNN vers des SNN. Ouais, alors c'est ce qui est fait parce que, comme je disais, l'apprentissage est loin d'être simple. Dans les CNN, il y a des choses qui existent, mais le basé sur le perceptron, enfin les CNN, tout ce principe-là de combinatoire, on va dire, ANN, Artificial Neural Network, est tellement performant et va tellement vite qu'aujourd'hui, les SNN traînent en termes de performance et notamment pour une solution industrielle. Donc, en ce moment, quelques équipes et collègues font un apprentissage sur un réseau classique, un CNN, enfin classique dans le sens connu, archi connu, et ensuite le font une traduction en SNN. Et là, il y a les premiers papiers qui sont sortis, disent qu'il y a un gain en performance, enfin un gain énergétique pour le même résultat en termes d'apprentissage. Mais c'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire que le jour où je veux lire Shakespeare, je préfère le lire en anglais qu'une traduction. Bon, voilà. Et aujourd'hui, les CNN, on n'arrive pas à les faire apprendre. On a du mal à les entraîner pour être aux mêmes performances. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut chercher, quoi. Donc cette traduction, oui, elle est actuellement dans la littérature, on la trouve. Tout à fait. Mais c'est à défaut d'autre chose. Ok, merci. Et j'avais peut-être une deuxième question, un peu toujours sur cette lignée. C'est cette fois-ci, comment on peut réaliser le mapping des neurones du SNN sur sur le crossbar ou les mêmes résistors qui sont Mais alors, de la puce, parce que c'est justement, en fait, la question elle me semblait un peu liée à la précédente, puisque si on connaît une fréquence, disons, maximale d'activation, dans ce cas-là, on peut se dire que tels neurones vont être activés plus souvent que les autres, alors il vaut mieux les placer ensemble ou pas ensemble, etc. ouais, alors on en est loin encore dans Ok. ce type de réalisation. Le crossbar actuellement, alors il y a plusieurs solutions parce que si vous regardez, il y en a qui parlaient des courants de fuite, le, le stick pass. Oui, c'est ça le courant de fuite dans les crossbars. Nous, on a une solution où on n'a pas ça qui apparaît, mais c'est le crossbar qui fait le mapping. Donc c'est vraiment, vous croisez d'un côté les neurones qui rentrent, de l'autre côté les neurones qui sortent, et vous faites une matrice carrément de memory store. Donc, on connecte tout le monde à tout le monde là-dessus. Après, ça a des limites, hein. C'est-à-dire que dans le projet européen, on faisait du 784 par 100, hein. C'est ce qu'on a tenté de faire, hein. Donc, on n'est pas sur des milliers une image type VGA, on ne l'a pas encore en traitement, hein. Et justement, ça, c'était sur un seul crossbar. Oui, C'est-à-dire tout à fait. que si vous aviez un réseau plus grand, donc vous ne savez pas faire. Pour l'instant, non. D'accord. Non, pour l'instant, non. Mais c'est toujours une question d'argent. C'est-à-dire que le problème, quand il y aura les premiers résultats et que ce sera probant, d'autres personnes vont s'y intéresser. On n'a pas la prétention d'apporter seul toutes les réponses. Voilà. Ce ne sera pas possible. Mais s'il y a une communauté qui grossit, il y aura des solutions qui apparaîtront. Voilà. Et après, comme je disais, il faudra définir le périmètre où ce sera utile. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la présentation. Ça ne sert à rien de vouloir faire tout le temps la même chose avec tous les systèmes. Ce n'est pas forcément la bonne réponse. Et il y a des systèmes, cette solution peut-être de neuromorphique ne le fera pas. Demain, il y a des systèmes qui font la reconnaissance de tumeurs pulmonaires qui sont plus performantes que les médecins. Moi, j'accepte très bien que dans l'hôpital, on se dote d'un tel appareil qui consomme 10 kilowatts. Voilà. Ça ne me pose pas de problème parce qu'on en a un sur un hôpital. Voilà. Peut-être que d'autres applications qui sont plus courantes, ça pose des problèmes. Vous avez la reconnaissance des personnes, la chute des personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On met une caméra classique, sauf qu'on a un problème des données privées. Est-ce qu'on peut la reconnaître, pas la reconnaître?
elle est habillée à poil chez elle, c'est compliqué. Or, on se rend compte qu'avec des caméras de 64 pixels, on est capable de faire de la reconnaissance de chute. Donc, autant ne pas générer d'informations en surplus pour ensuite la détruire. Mettons une caméra 64 pixels qui permet de reconnaître la chute et mon réseau de neurones est plus petit aussi derrière. Vous voyez, c'est pour ça que c'était dans ma slide de conclusion, c'est qu'est-ce qu'on veut traiter comme question. Voilà. Ok, merci. Moi, pareil, j'ai pas mal d'autres questions, mais je ferai ça plus tard. Pareil. Au plaisir de se croiser un jour. Voilà. Est-ce que je peux juste compléter? Ah non, il y a une question, alors je ne vais pas me permettre. Thomas? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Thomas Louis, je représente le laboratoire qui est le laboratoire du LEAT. C'est un laboratoire de CNRS. Moi, j'ai des questions pour Ludovic. En fait, au niveau flow de portage, est-ce qu'il y a moyen de bypasser l'optimisation? Donc, le pruning, je suppose que oui, parce que c'est facultatif, mais aussi la quantification. En gros, ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut prendre un réseau qu'on a quantifié, nous, au préalable, et après l'utiliser sur VTSI, quoi. Oui, alors aujourd'hui, non, c'est-à-dire que la phase de pruning, bien sûr, oui, est optionnelle. Par contre, la phase de quantification est obligatoire. On ne peut pas la bypasser aujourd'hui dans le flow. D'accord, donc on pourrait pas, par exemple, moi, donc je suis un doctorat en compression de réseau et je travaille beaucoup sur la quantification. Et du coup, je ne pourrais pas utiliser mes méthodes de quantification en passant par VTSI, en tout cas pas facilement. Non, pas directement. Je me renseignerai puisque en effet, ce n'est pas la première fois que je reçois ce type de demande. Okay. Je leur demanderai en interne pour voir quel est le status, mais ma compréhension des choses aujourd'hui, c'est qu'en effet, la phase de quantification ne peut pas être bypassée. D'accord, ça marche. Et je ne sais pas exactement quels sont les tenants et les aboutissants, pourquoi ce n'est pas possible concrètement. Parce qu'on pourrait très bien imaginer une petite backdoor quelque part, puisque à l'arrivée, si vous voulez quantifier par vous-même, vous pourriez fournir vos coefficients sur 8 bits et puis voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je ne sais pas, peut-être pour ne pas trop ouvrir la boîte et donner accès, on va dire, il y a peut-être des secrets ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Oui, très bien, je comprends. Voilà, je pense que c'est pas l'idée, mais je pense que ça pourrait être intéressant en tout cas d'avoir une backdoor parce que non seulement, comme vous, il y a des gens qui développent leur propre mécanisme de quantification où on retrouve des outils similaires dans les frameworks aujourd'hui. Donc, on pourrait très bien imaginer faire ce travail en dehors de VTIS, quoi. Voilà, c'est ça. C'est au niveau académique, ce serait très intéressant de pouvoir tester ces techniques de quantification en passant par. Écoutez, si vous voulez m'envoyer un email, je reposerai la question en interne pour avoir le. Très bien. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Du coup, j'avais une petite question complémentaire pour Sylvain Sagui. J'ai pas très bien compris la non-supervision, en fait. Ça veut dire que sur le MNIST, ça n'utilise pas du tout les classes. L'information de quelle classe était réellement dans ce caractère au moment de l'apprentissage? C'est ça, c'est-à-dire que on va présenter. Alors, on fait une inhibition latérale, par contre. Donc, j'ai l'image qui est présentée. Je la laisse présenter jusqu'à temps. J'ai mon image qui se fiche, c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ok, le son était bon, j'avais mon image qui se fichait. Donc, on laisse l'image présentée jusqu'à temps qu'un neurone de sortie déclenche. Quand il déclenche, je fais une inhibition latérale pour empêcher qu'un autre déclenche en même temps. Voilà. Et je remets à 0 tout le monde. Et je représente une autre image. Et au bout d'un moment, chacun va choisir une classe. Voilà. C'est assez étonnant. Hein. Mais ça converge. Voilà. Et si on retire au hasard, alors vous le reverrez dans la vidéo, parce que ça a été enregistré, il y a des neurones quand même qui ont des apprentissages de sortie qui sont un peu vilains. C'est-à-dire qu'entre un 3 et un 8, on a un doute, même nous, derrière, parce que l'humain interprète, mais là, on est obligé d'interpréter. Donc, c'est là où on a une petite couche de supervision, si on voulait faire quelque chose proprement derrière, à venir rebalancer pour voir où est-ce qu'il y a le pic, quelle classe il a reconnu, ou le sortir parce que sur 2 classes, ils répondent de la même façon. Voilà. D'accord. Après, je sais que le doctorant a commencé à travailler sur un système pour forcer à apprendre une classe. Donc, on vient intervenir un petit peu derrière. Mais ce n'est pas forcément gênant non plus. Ça dépend. Toujours pareil, jusqu'à
quel est vraiment le côté intrusif que j'ai dans l'apprentissage derrière. Ça Ok. à voir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Sinon, on va arrêter là. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour les présentations que j'ai trouvées très intéressantes. J'ai appris plein de choses, donc j'espère que tout le monde ici aussi. Et puis, voilà, je réitère mon appel. Si vous voulez créer des webinaires comme ça ou des journées, n'hésitez pas à proposer des thèmes et des intervenants potentiels. Merci à tous. Et Merci. au revoir. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup.